Bonjour à tous et merci pour votre présence aussi nombreux, c'est assez impressionnant. Donc je suis Renaud Lifshitz et je vais vous parler en fait d'une technique qui se base sur une petite faiblesse des signatures RSA. La plupart des signatures RSA qu'on croise dans les protocoles courants, notamment PGP, on va voir, qui permet en boîte noire d'arriver à extraire les clés publiques qui sont utilisées. Donc ça peut être de périphériques embarqués ou d'une communication réseau. Quand on n'a absolument aucune information sur les clés, publiques ou privées, on arrive à extraire juste par observation du trafic ou par observation de messages signés, on arrive à extraire les clés. Quel est l'avantage d'extraire les clés? C'est qu'après on peut les auditer. Ça donne un nouvel angle d'attaque sur des choses jusqu'ici sur lesquelles on n'avait pas d'angle d'attaque. Donc c'est un nouvel outil, une nouvelle méthodologie d'audit. Alors je me présente très rapidement, donc je suis chercheur en sécurité informatique chez Opida. J'ai fait beaucoup de pentest, je continue à en faire. Et je fais aussi assez souvent des formations sécurité. Voilà, et puis quels sont mes centres d'intérêt? La sécurité des protocoles en général. Donc tout ce qui est authentification, tout ce qui est cryptographie, tout ce qui est fuite d'informations. Et puis je suis passionné aussi de théorie des nombres et on verra que c'est un petit rapport ici avec ce que je vais raconter. Alors déjà, on va revenir aux bases et réexpliquer un petit peu ce que c'est une signature RSA pour pouvoir comprendre la suite pour les gens qui ne seraient pas familiers avec certaines notions. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une signature électronique? Ça fait appel à de la cryptographie asymétrique et on va utiliser une paire de clés, une partie privée pour faire la signature, donc c'est l'émetteur du message qui va pouvoir signer avec la clé privée. Comme il est le seul à posséder cette clé privée, il sera le seul à pouvoir signer des messages en son nom. Et au contraire, la partie publique de la clé, comme elle est publique, tout le monde la connaît, donc tout le monde va pouvoir vérifier que cette personne est bien la bonne personne. Donc une personne seulement pourra signer, mais tout le monde pourra vérifier que c'est la bonne signature. C'est le principe donc des signatures électroniques à base de cryptosystèmes asymétriques. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a une liaison entre la clé privée et la clé publique. Traditionnellement, on dit qu'il faut pouvoir factoriser la clé publique pour retrouver la clé privée. Il y a d'autres méthodes d'attaque, mais c'est la méthode directe, on va dire. Donc, c'est simplement retrouver les facteurs. Et multiplier deux nombres, c'est très facile. Factoriser un nombre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un problème qui est très dissymétrique, en fait. Alors, pourquoi la talk en question? Parce qu'en général, quand on parle de cryptosystème asymétrique, la clé publique est toujours transmise à part la communication. On n'envoie pas, typiquement quand on envoie un mail chiffré GPG, on n'envoie pas sa clé publique avec le mail. Généralement, on met sa clé publique sur un serveur de clés. Quand on signe avec une carte à puce, un message. Pareil, généralement, la clé publique, elle n'est pas incluse dans la signature, elle est transmise ailleurs, par un autre canal, et même généralement préalablement. Donc en fait, on n'observe jamais dans des messages signés directement la clé publique. Donc c'est un peu la question qui se pose ici. Comment, à partir uniquement de messages signés, on retrouve la clé publique si on n'était pas sur l'autre canal au moment où elle a été échangée? Et qu'est-ce qu'on peut déduire donc de ces messages signés? Alors, une des méthodes de signature électronique les plus connues, c'est la signature électronique RSA. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des plus utilisées. Comment ça marche, la signature électronique RSA? On va utiliser le cryptosystème RSA, exactement comme on l'utilise pour faire du chiffrement, mais cette fois-ci pour faire de la signature. Alors, on ne signe pas le message directement, pour éviter un certain nombre d'attaques notamment, et parce que c'est très coûteux. On va signer le hash du message. Donc, première étape, on va prendre notre message et on va utiliser une fonction de hachage. Donc, en MD5, SHA1, SHA256 généralement. Puis ensuite, on va rajouter du padding au message. Donc, c'est du bourrage, un certain nombre d'octets sur les bits de poids fort, de façon à éviter les attaques par forge de messages et que notamment à partir de deux messages signés, on puisse les multiplier et obtenir un troisième message signé qui soit valide. Il faut casser la multiplicativité du système, donc c'est pour ça qu'on va rajouter du bourrage notamment. Et une fois qu'on a fait ça, on va élever à la puissance l'exposant privé l'ensemble de cette opération et ça va nous donner la signature S modulo la clé publique
n. Voilà, donc h est la fonction de hachage, p la fonction de padding, et d l'exposant privé RSA pour faire la signature. Donc ça, c'était les bases. Alors maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des messages signés? On va poser deux équations très simples qui sont exactement les mêmes, hein, mais avec deux messages différents. Donc on suppose qu'on a deux messages M1 et M2 et leurs signés correspondants, donc S1 et S2. Donc vous observez dans la nature, ça peut être sur un câble réseau, ça peut être dans des fichiers, ça peut être des mails que vous interceptez, vous observez deux messages signés avec leur signature correspondante. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Il suffit de poser les équations, très simplement. On élève à la puissance E les équations. Par RSA et par le théorème d'Euler, en fait, le ED s'annule. Et ensuite, on voit que simplement en soustrayant les membres et en faisant un PGCD, on va obtenir un multiple de la clé publique ici. Pardon. Donc il suffit de calculer S1 à la puissance E moins P de H de M1, S2 à la puissance E moins P de H de M2 et de faire un PGCD, donc plus grand commun diviseur. Le PGCD sera forcément un multiple de n, puisque là, ici, on a deux multiples de n, donc les combinaisons linéaires, ça sera aussi des multiples de n. Et on obtiendra aussi un petit reste, une petite fraction, qui sera le PGCD des deux quotients ici, mais qui a toutes les chances d'être très faible, en fait, très friable. Donc, si on fait ce calcul-là, on peut le faire avec deux messages signés, on obtiendra simplement un petit multiple de la clé publique. Et donc, on a réussi à extraire la clé publique à partir de seulement deux messages signés et sans rien connaître d'autre. Alors, il y a un petit résidu qui peut rester. En général, il n'est pas très très grand. Et surtout, quand est-ce qu'on sait qu'on a enlevé le petit résidu? On peut l'enlever par division. On essaye de diviser par 3, par 5, par 7, etc. Quand on tombe sur une clé publique qui a une taille juste, c'est-à-dire qu'en général, les clés publiques, elles font 1024, 2048, 4096 bits. Donc, on essaye les petits diviseurs sur le résultat jusqu'à tomber sur une taille classique de clé. Et là, on est sûr qu'on a terminé. Ça, c'est suffisant quasiment dans 100% des cas. Donc, c'est très très facile à faire. Si vraiment on n'a pas de chance, il peut rester une partie friable qui est un peu plus grande. Et dans ce cas-là, on va utiliser des algorithmes un peu plus puissants que les divisions successives. Et on pourra utiliser notamment ECM, qui est un algorithme à base de courbes elliptiques pour aller retirer un facteur. Mais il faut vraiment qu'on n'ait pas de chance, hein. Et puis là, il faut qu'on ait des facteurs qui soient supérieurs à 15 ou 20 chiffres de vent, ce qui normalement n'arrive pas. Voilà. Donc, on est arrivé à, du coup, extraire par le calcul la clé publique de deux messages signés. Qu'est-ce qu'on doit avoir exactement pour pouvoir appliquer cet algorithme? Alors, il faut connaître la fonction de hachage qui est utilisée dans la signature. RSA peut être utilisé avec différentes fonctions de hachage. Donc, ça dépend du protocole que vous visez, typiquement. Et il faut connaître aussi l'algorithme de padding qui est utilisé. Donc, ça, c'est deux choses en général qui sont publiques ou alors qui sont très faciles à brute forcer. Des algorithmes de hachage, il n'y en a pas tant que ça. Et des algorithmes de padding, pareil, PKCS, il y en a 3, 4, 5 différents. Donc c'est des choses qu'on peut même deviner si on n'a aucune connaissance du protocole et du coup on y arrive. Enfin, dernière condition, vous avez vu qu'il faut calculer la signature à la puissance E. Donc ça, on peut le faire que si E est pas trop grand. Donc il faut des E qui soient raisonnablement petits, donc des exposants publics raisonnablement petits. Des signatures RSA en fait utilisent des E qui sont petits justement parce que c'est plus facile de partager un nombre public qui est petit qu'un nombre grand. Donc généralement on a des E qui valent 3 ou qui valent dans le cas de PGP par exemple 65 537, donc c'est des nombres de quelques chiffres et ça pose aucun problème à ce stade. Ensuite, alors quelles sont un peu les limites du système et la complexité pour faire ce calcul et pour arriver à extraire les clés? La difficulté principale, c'est la consommation mémoire. Parce que quand on va faire ce calcul, comme on ne connaît pas la clé publique, on ne pourra pas faire les calculs modulo n, modulo la clé publique. Donc on va faire des calculs bruts sans modulo. Donc ça va faire des nombres très très grands quand on va calculer S1 à la puissance E ou S2 à la puissance E. C'est des nombres qui atteignent 10 000, 100 000, voire 1 million de chiffres. Assez facilement. Donc la principale limite du système, ça sera la consommation mémoire. Il faudra avoir un peu de mémoire sur la machine sur laquelle vous faites tourner l'algorithme.
La consommation de mémoire, elle est pour ceux qui connaissent la notation de complexité, en grand O de E de log de n, donc c'est proportionnel à la taille de E, on le voit, et proportionnel au log de la clé publique. Donc la taille de la clé publique peut être grande, c'est pas gênant. Ensuite, qu'est-ce que ça va nous coûter d'un point de vue algorithme? Log de E multiplication grand nombre et quelque chose qui est proportionnel aussi à la taille de E en nombre de divisions pour faire le PGCD à la fin. Voilà, donc c'est des choses qui sont tout à fait abordables. D'un point de vue complexité calculatoire, c'est juste ça prend un petit peu de mémoire. Alors, quelles sont les applications de cette méthodologie d'extraction de clés? Alors, il y a plusieurs applications possibles. Donc, l'application directe, c'est extraire des clés publiques de signature RSA. On voit une signature RSA. Si on a deux messages qui sont signés, on arrive à extraire la clé. Et du coup, après, on peut auditer la clé, parce que jusqu'ici, on n'avait pas d'angle d'attaque sur les deux messages signés. Une fois qu'on a la clé, on peut voir si elle est de petite taille. On peut voir si l'aléa pour la fabrication de la clé est correct, alors que c'était absolument pas visible sur des messages qui sont signés. Donc ça, c'est la première application pour l'auditeur. C'est auditer des systèmes. Jusqu'ici, on n'avait pas trop de visibilité. On n'avait aucun angle d'attaque sur le système pour l'auditer. Alors, une fois que vous avez trouvé la clé publique, ça permet aussi, il faut le savoir, d'authentifier un troisième message signé, un quatrième message signé, etc. etc. Donc, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez deux messages, vous pouvez dire si un troisième message ou un quatrième message provient bien de la même personne, sans avoir échangé auparavant donc la clé publique, puisque vous l'extrayez. Donc il n'y a pas besoin d'avoir accès à un serveur de clé ou autre. Vous avez seulement deux messages et vous pouvez dire si les messages suivants sont envoyés par la même personne ou non, sans rien connaître de la personne. Voilà, et du coup, ça permet de voir très facilement si des messages viennent de la même personne ou ont été signés avec la même clé, sans se baser sur, par exemple, le numéro de clé que vous trouvez dans les messages PGP. Parce que dans les messages PGP, vous avez un champ qui vous dit ce message a été signé avec la clé d'ID, blablabla. Hein, ça, c'est quelque chose qui est spoofable, hein, qu'on peut changer très facilement. Et nous, on va pouvoir faire la même chose, mais sans se baser sur cet ID-là, juste purement par le calcul, vérifier si des messages ont été signés par la même clé. Voilà. Alors après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est savoir est-ce qu'on peut casser la crypto derrière. Une fois qu'on a extrait la clé publique, est-ce qu'on va être capable, par le calcul, de casser la clé publique et d'arriver à avoir la clé privée? Donc dans le cas d'une signature, du coup, l'impact, ça sera qu'on pourra usurper la clé de l'émetteur et donc envoyer des messages signés à sa place. Hein, ça sera de l'usurpation d'identité et puis de l'atteinte à l'intégrité, bien évidemment. Alors pour ça, on va s'intéresser un petit peu très rapidement à l'état de l'art des algorithmes de factorisation. Il y en a pas mal sur le marché, du plus ou moins naïf d'ailleurs. Certains sont génériques, marchent pour n'importe quel type de nombre, et certains sont spécifiques à la forme de nombre que vous pouvez avoir en entrée. Alors déjà, il y a des faiblesses aussi quand vous générez une clé RSA. Il y a des faiblesses qui permettent d'attaquer très facilement la clé. Et ça, c'est lié à la façon dont vous fabriquez la clé. Déjà, il faut choisir deux nombres PQ premiers qui ne soient pas trop près l'un de l'autre. S'ils sont trop près en valeur absolue, il y a des algorithmes pour les retrouver très facilement. On va en parler après. Ensuite, il faut que P-1, Q-1, P+1 et Q+1 ne soient pas trop friables, c'est-à-dire ne possèdent pas trop de petits facteurs premiers. Il faut que donc chacun des facteurs premiers -1 et +1 ait aussi des grands facteurs. Sinon, on arrive à casser la clé RSA. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours bien prises en compte. Et troisième faiblesse qu'on rencontre, un générateur aléatoire faible, donc un aléa faible lors de la génération de la clé. Par exemple, votre clé est basée sur l'heure qu'il est. Et là, c'est catastrophique parce qu'on peut instantanément casser votre clé en parcourant, par exemple, toutes les millisecondes qui ont lieu ces 10 dernières années. C'est quelque chose qu'on fait très rapidement par le calcul. Alors, pour vous essayer à casser des clés avec la plupart des algorithmes, il y a un programme qui est très sympa, open source, qui s'appelle IAFU, sur SourceForge, qui implémente la plupart de ces algorithmes-là. Donc, je vous encourage à aller regarder si vous cherchez à factoriser des nombres sans vous soucier des algorithmes et de leur implémentation derrière.
Alors, déjà, première famille d'algorithmes, comment chercher des petits facteurs premiers dans un grand nombre. Donc tous ces algorithmes-là seront spécifiquement dédiés à la recherche de petits facteurs premiers dans un grand nombre, c'est-à-dire que leur complexité va dépendre en fait de la taille du facteur que vous cherchez et pas de la taille du nombre dans lequel vous le cherchez. Donc l'algorithme naïf, le plus bête, c'est la factorisation successive, les divisions successives, donc essayer de diviser le nombre par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, etc. jusqu'à trouver un facteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trial factoring. On ne va pas très loin avec ça, jusqu'à 10 chiffres, voire un peu plus, mais grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est 10 chiffres. Après, on a des algos un petit peu plus performants qui permettent de monter un petit peu. Il y a PolarRO qui est un peu plus performant, qui va être du même type. Il y a PolarP-1, donc quand P-1 va être friable, quand le facteur qu'on recherche, -1, va contenir beaucoup de petits facteurs premiers, ça va bien marcher. Il y a Williams P+1 qui est l'équivalent, mais quand P+1 est friable cette fois-ci. Et enfin, la méthode générique la plus performante à l'heure actuelle pour rechercher un petit facteur premier dans un grand nombre, c'est ECM, Elliptic Curve Method, donc une factorisation par courbe elliptique, qui peut trouver des facteurs là jusqu'à 80 chiffres. C'est à peu près l'état de l'art au niveau des records de factorisation. Deuxième famille, trouver des grands facteurs dans des petits nombres. Quand la taille de votre facteur est très proche du nombre dans lequel vous le recherchez, il y a d'autres algorithmes. Premier algorithme, c'est l'algorithme de Fermat, et celui-là va être très adapté quand vos deux facteurs vont être proches en valeur absolue. Donc quand P-Q est très petit devant N, l'algorithme de Fermat va vous trouver instantanément la factorisation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre P et Q trop proches. Après, on a des méthodes un petit peu plus évoluées. Le crible accord de nombres, quadratic sieve, qui va marcher pour des entiers jusqu'à 100 chiffres, qui va être capable de factoriser n'importe quel entier inférieur à 100 chiffres. GNFS, qui est une généralisation de ce crible, qui va marcher jusqu'à 230 chiffres, et c'est l'algorithme qui a été utilisé pour casser RSA 768 en décembre 2009. Donc ça, c'est le record du monde, RSA 768. Donc actuellement, l'algorithme générique pour casser RSA le plus performant, c'est GNFS. Et après, on peut s'intéresser à d'autres algorithmes pour d'autres formes de nombres. Par exemple, quand le nombre il est de la forme R à la puissance E plus ou moins S, donc il y a une forme particulière, à ce moment-là, on utilisera le SNFS, Special Number Field Sieve, et là, on va pouvoir monter jusqu'à 320 chiffres. Donc ça, c'était un petit rappel sur la signature RSA, sur les méthodes d'attaque des clés RSA en général. Maintenant, on va passer à deux applications spécifiques qui sont plus intéressantes. Donc PGP. Alors PGP, je pense que vous connaissez à peu près tous. C'est un système de chiffrement et de signature de mail. C'est un des systèmes qui est le plus utilisé au monde, qui a été inventé, créé plus précisément en 1991 par Philippe Zimmermann. Il existe sous plusieurs formes, sous forme de logiciel libre, sous forme de logiciel commercial, donc PGP sous Windows, GNU-PG sous Linux. Et tous les deux en fait, sont basés sur un même standard, donc sont compatibles. C'est le standard OpenPGP ou encore la RFC 4880. Alors qu'est-ce que nous apprend cette RFC 4880 ? Comment le message est signé. Alors dans PGP, c'est un peu plus compliqué que la petite introduction que je vous ai faite sur RSA. Il y a pas mal de phases préparatoires et de champs à intégrer dans la signature, en plus du message. Donc comment le message est préparé ? Déjà, on va canoniser le message en convertissant tous les sauts de ligne en anti/r, anti/n pour que ça soit compatible sur toutes les plateformes, donc Mac, Linux, etc. Ensuite, on va rajouter un certain nombre de champs en message, la version de PGP, le type de signature, l'algorithme à clé publique qui a été retenu, l'algorithme de hachage et la date et heure de signature. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut rajouter au message. Et ensuite, on va recréer le padding, le bourrage. Donc c'est un bourrage basé sur PKCS1 à base d'ASN1. Voilà. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a fait ça sur le message, sur les messages clairs qu'on a, on va réappliquer la même chose. Et l'exposant public par défaut qui est utilisé, c'est 65 537. Donc en fait, on aura à faire ce calcul-là. Alors j'ai fait un proof of concept, un programme en Python qui fait cette opération, qui prend deux messages signés par PGP, qui sont en format armoré ASCII, qui va donc, à partir des messages clairs, recréer l'enveloppe, recréer le bourrage, recréer les champs, faire le calcul derrière,
Les limitations, c'est que ça supporte actuellement que SHA-1 en termes de hachage. Après, on peut penser à étendre le proof of concept. Et c'est pas forcément optimisé. J'ai fait une partie en Python pour tout ce qui est extraction et la partie calcul, je l'ai faite en ParisGP, qui est un logiciel open source qui fait du calcul grand nombre, qui est beaucoup plus performant quand même que Python. Et donc, on est capable avec ça, à partir seulement de mails signés, d'extraire la clé publique. Ce que je vais vous montrer à l'instant. Alors, j'ai pas pris de mail signé tout simplement pour que l'expérience soit reproductible facilement. Donc, ce que j'ai pris, qui est accessible publiquement, c'est la signature des packages Linux, donc la signature des sources notamment, des checksums des sources de la branche 2.2 du noyau Linux. Donc, vous voyez, c'est un message signé en PGP, on le voit à la première ligne, qui utilise SHA-1 en algorithme de hachage. Voilà. Donc on a la liste et à la fin, donc, vous voyez la signature armorée PGP, tout à la fin. Donc ça va être le premier message signé. Et j'ai pris exactement la même chose, mais pour la branche 2.3 du noyau Linux. Hein, pareil, message signé. Donc c'est disponible publiquement sur kernel.org. Comment on se sert de l'outil? C'est très simple. On l'appelle en ligne de commande et on lui passe les deux mails ou les deux fichiers armorés, les deux fichiers texte. Voilà, c'est instantané. Alors en fait, c'est pas le calcul qui est instantané, puisque le calcul est assez coûteux, mais il va vous créer un script ParisGP avec tous les arguments numériques. Donc là, ça n'a fait que créer un script, voilà, qui est ici. Avec, donc, vous voyez les calculs à faire. Donc c'est des nombres assez grands. Donc ça, c'est la première signature sous forme numérique, élevée à la puissance 65 537, moins le message padé, haché, etc. Et puis pareil pour le deuxième message. Et ensuite, on calcule donc le PGCD et on va essayer d'enlever la partie friable qui est devant le résultat de façon à récupérer la clé publique. Donc là, je n'ai fait que créer le script. Maintenant, il va falloir bien évidemment que je le lance. Donc je lance ParisGP et je lui dis d'exécuter mon script. Alors ça peut durer un petit peu de temps, donc ce que je vous propose c'est qu'on continue et puis on reviendra au résultat du proof of concept un petit peu plus tard. Et on va passer à la deuxième application, en fait, qui est le contrôle d'accès Vigic. Alors si vous êtes en région parisienne ou dans une grande ville de France, vous avez sans doute entendu parler de Vigic. Vigic, c'est le système de contrôle d'accès résidentiel français, donc qui a remplacé les passes T25 des facteurs, parce que avant les facteurs pouvaient rentrer dans les immeubles avec une sorte de passe générique. Maintenant, le problème, c'est que ce passe-là, il a été copié maintes et maintes fois, donc il est en circulation, tout le monde l'a. Et pour pallier un petit peu à ce développement de copies de passes, en fait, a été inventé Vigic, qui est un système de contrôle d'accès électronique. Il y a 1 million de lecteurs Vigic qui sont déployés en France. Le système a été conçu en 1997. Il est un petit peu vieux, mais il a été surtout déployé ces dernières années, ces 5-10 dernières années essentiellement. C'est un système sans contact, donc je pense que vous voyez à quoi je fais référence, mais vous avez un badge sans contact pour rentrer chez vous. C'est ce système-là, sauf que je ne vais pas m'intéresser aux parties, au badge résidentiel des résidents, parce que votre badge il permet de rentrer que dans votre immeuble. Ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser aux badges de service, donc qui sont utilisés par La Poste, par EDF, par France Télécom, et qui permettent de rentrer dans tous les immeubles de France et de Navarre. Voilà, puis même éventuellement d'autres pays. Donc ce sont les badges de service. Alors les badges de service, comment ils sont conçus? Déjà, il faut comprendre que le support de stockage, c'est du MyFair classique. C'est quelque chose qui est très connu, qui est connu pour être vulnérable aussi. Et par-dessus, en fait, il y a une signature RSA de 768 ou 1024 bits qui est appliquée. Voilà, donc ça, c'est la description rapide du système. Et Vigic n'est pas utilisé uniquement que pour le contrôle d'accès. Vigic est aussi utilisé pour sécuriser certaines bases militaires et certains distributeurs de billets. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux quand même intéressants. Alors voilà à quoi ressemble un lecteur Vigic. Donc la tête de lecture, c'est le cercle noir que vous voyez. Je pense que vous avez déjà vu ça dans les grandes villes de France. Au milieu, on a un token d'un résident.
en forme de gouttes d'eau. Et puis les cartes de service se présentent sous forme de cartes ISO standard, donc sans contact, voilà, avec des identifiants écrits dessus. On a essentiellement 4 types de badges de service qui existent. La poste, service universel, donc c'est la distribution de courrier, qui a pour code de service 7AA, donc il y a un code de service sur 4 octets pour identifier les services, et qui a des autorisations de rentrer dans les immeubles du lundi au samedi, en général de 6h à minuit, mais ça change, hein, ça peut varier selon les installations et selon les conférences qui ont lieu, il y a des impacts derrière. Il y a la Poste Autre Service qui gère la distribution de spam. Donc quand vous recevez des courriers publicitaires, ben, en fait c'est un autre service, hein. La Poste a délégué un sous-service pour la distribution de dépliants publicitaires. Eux, ils ont accès en fait tous les jours, donc même le dimanche, hein, ils ont plus de droits que la Poste. France Télécom, cette fois-ci c'est tous les jours sans restriction horaire, et EDF GDF c'est tous les jours aussi sans restriction horaire. Alors comment fonctionne Vigic? Alors pour éviter la fraude, hein, et pour éviter le vol, parce qu'il suffirait de voler le badge d'un postier pour rentrer partout, en fait chaque badge en général n'est valable, je parle pour la Poste, qu'une journée. Et l'idée c'est qu'en fait on signe le matin, le postier va charger son badge avec la date du jour, et il y a une signature électronique qui est appliquée. Et du coup, si le postier perd son badge ou se le fait voler, bah, le badge n'est valable qu'une journée, et le lendemain, donc, il n'est plus valable parce que la signature ne correspond pas à la date du jour. Donc c'est l'idée du système, et c'est pour ça qu'il est à la base qu'il est plus robuste qu'un simple pass T25 qui est copiable. Alors c'est pas exactement 24 heures, pour la Poste c'est 24 heures, mais en fait au total vous pouvez charger sur un badge 3 créneaux horaires, mais en fait ils ne doivent pas dépasser 84 heures consécutives, hein. Donc faites le calcul, ça fait 3 jours et demi, quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va parler du codage de la carte, du support de stockage. Donc ça utilise le système MyFair classique 1K pour le stockage. C'est une carte qui est composée de 16 secteurs de 4 blocs. Donc ça fait 64 blocs de 16 octets au final. Chaque bloc final de chaque secteur en fait est réservé pour des clés d'accès, parce que chaque secteur lui-même a ses ACL et a des clés d'accès en lecture et en écriture. Donc toute la carte n'est pas disponible, autrement dit. Il y a un quart de la carte qui est réservé pour sa sécurité, son contrôle d'accès. Et la signature RSA, comme elle est trop grande, bah, elle va être sur plusieurs blocs et secteurs. Alors qu'est-ce qui est intéressant sur Vigic, c'est qu'il y a pas mal d'erreurs en fait, de conception qui ont été faites. Déjà, il y a des attaques sur le protocole. Et quand on lit la documentation publique, notamment sur le site de NXP, ben on voit que Vigic en fait, a enregistré un code de préfixe qui s'appelle 49. Et donc quand dans la table de matière, vous avez l'octet 49, ça veut dire que votre carte est une carte Vigic. Donc déjà, on peut fabriquer une pseudo-carte blanche formatée Vigic avec des informations qui sont totalement publiques puisque venant du site du constructeur. Donc en créant des tables de matière différentes qu'on appelle des MyFair Application Directory, des MAD, et ensuite en faisant passer ces cartes blanches près d'un lecteur authentique, eh bien on voit que le lecteur authentique en fait essaye de s'authentifier sur le secteur 1. Et en récupérant suffisamment de challenge, ben on va arriver à récupérer la clé d'authentification au secteur 1. Donc on va pouvoir du coup aller lire, dumper le secteur 1. Et on peut faire ça pour tous les secteurs. Bon après la clé est la même pour tous les secteurs. Donc une fois qu'on a fait le secteur 1, on voit que de toute façon ça permet d'accéder à tous les secteurs. Mais en récupérant donc des challenges plusieurs fois, à partir uniquement d'un lecteur, donc on n'a pas de carte valide, hein, on fabrique une fausse carte formatée Vigic qui est blanche, juste avec une bonne MAD. Et en récupérant 3 échanges, en utilisant la lib Crapto 1, eh ben on est capable de retrouver la clé en hexa, donc elle est là. Et il se trouve que cette clé-là, bah, écrite à l'envers, en fait, c'est Vigic 1, donc c'était pas bien compliqué. Alors ensuite, on peut faire des attaques, non pas en ayant juste un lecteur, mais en ayant juste une carte, sans avoir de lecteur Vigic. Donc, attaque dans l'autre sens, autrement dit.
Alors comment on peut faire? En utilisant en fait une nested attack sur MyFair. C'est une attaque assez connue maintenant depuis quelques années, qui a été développée par Netemba. Et c'est une attaque qui permet, quand on connaît une clé d'accès en lecture à un des secteurs, de retrouver toutes les autres. Et comme le secteur 0, en fait, la clé A est une clé standard, puisqu'on est obligé de laisser le MAD accessible à tout le monde pour que l'appareil puisse reconnaître que la carte est formatée. Comme ce secteur-là, il est avec une clé par défaut, comme on a une clé, on peut retrouver toutes les autres avec cette attaque. Et donc, on retrouve effectivement que la clé de lecture pour tous les secteurs, c'est un Kijiv. Voilà, maintenant qu'on a les clés alors de lecture, voire d'écriture aussi, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de dumper n'importe quel badge Vigic, on est capable de le cloner, ça c'est intéressant. On est capable de le cloner uniquement si on est capable de changer l'UID du badge, et l'UID normalement n'est pas reprogrammable, mais il y a des clones chinois des cartes MyFair sur lesquels l'UID est reprogrammable. Donc on est capable avec ça de cloner typiquement un badge Vigic de La Poste, de EDF, de France Télécom. Et on est capable bien évidemment ensuite d'émuler un badge de façon logicielle, par exemple avec le Proxmark qui dispose de toutes les fonctionnalités pour MyFair classique. Alors une fois qu'on a dumpé un badge, après on peut s'intéresser à comprendre un peu quels sont tous les champs disponibles. Donc voilà un véritable badge La Poste qui a été dumpé avec tous les champs. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'ID physique du badge, bien évidemment. La table des matières, donc la MAD au début. Les clés d'accès au premier secteur, bien évidemment. Le code de service Vigic qui dit si c'est un badge France Télécom, La Poste, EDF. Voilà. Quelques informations sur la version de la clé Vigic. Ça c'est intéressant, on y reviendra. Pardon. Et ensuite les droits d'accès. Donc les droits d'accès c'est défini comme une date et une durée en minutes. Donc ici c'est un badge qui était valable du 20 avril 2012 à 6 heures et qui est valable pendant 1080 minutes précisément. Voilà. Toujours avec la clé Vigic 1 sur tous les secteurs. Ça c'est la première approche. Deuxième approche, on peut trouver aussi un lecteur Vigic. S'il n'est pas protégé, s'il n'est pas coulé dans de la résine, en fait on va pouvoir extraire la flash du composant. Et c'est ce que je me suis amusé à faire avec Gric, je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui. Et avec un TinZ2, en fait, on a connecté la flash à un TinZ2 et puis à une liaison série USB. On arrivait à dumper l'intégralité de la mémoire flash et donc à récupérer toutes les clés publiques qu'il y avait aussi dans cette mémoire flash. Donc, ce qui permet de récupérer aussi les clés publiques de France Télécom EDF quand on a juste que celle de La Poste, puisque en l'occurrence, j'avais qu'un dump La Poste. Donc, ça permet de récupérer les autres clés publiques. Alors, voilà du coup les clés publiques qui sont récupérées. Donc, La Poste autre service. Ce sont des clés RSA de 1024 bits. Donc actuellement, c'est à la limite de ce qu'on saurait ou ce qu'on est en train de casser. Le record du monde, c'est RSA 768 qui date de décembre 2009. Donc ça fait déjà 5 ans que le record sur la taille inférieure est cassé. Et là, actuellement, il y a des gens qui essayent de casser publiquement RSA 1024. Les gouvernements savent le faire et les très grosses entreprises savent déjà le faire. C'est un travail plus académique à ce stade-là d'essayer de casser ces clés. Voilà pour France Télécom, EDF, GDF. Et quelles sont les particularités de la signature RSA? Alors c'est une signature RSA un peu particulière, celle de Vigic. Elle utilise, je me suis rendu compte, la norme ISO 9796-1 qui a disparu depuis belle lurette parce qu'en fait il y a des attaques qui sont connues dessus. Avec une clé publique qui est congrue à 5 modulo 8. P et Q sont de la forme 8K plus 3 et 8K plus 7. L'exposant public vaut 2. Alors c'est très curieux parce que d'habitude l'exposant public est impair dans le cas de RSA, là il est pair. Et en fait on fait les calculs modulo P-1, Q-1 sur 4 pour la relation ED congrue à 1, donc pour la relation entre la clé, l'exposant privé et l'exposant public. Pardon. Et cette relation-là est intéressante puisqu'elle permet, comme l'exposant public est tout petit, E égale 2, de fixer le quotient dans cette congruence-là. Le quotient est connu à l'avance, ce qui n'est pas le cas en général. Et comme on connaît le quotient, on peut calculer l'expression de D exacte. L'expression de D. Et l'expression de D, quand vous la développez, en fait, elle donne quelque chose en N, moins P, moins Q, plus 5 sur 8. Et quand vous regardez ça, ce que ça vaut, c'est quelque chose qui est en N moins racine de N sur 8. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on connaît déjà la moitié
des bits de la clé privée à la main. On a déjà trouvé la moitié des bits de la clé privée, puisqu'en fait, n sur 8 va coïncider avec la moitié des bits de la clé privée. On a la moitié des bits de poids fort de la clé privée par ce biais-là. Donc c'est purement anecdotique, mais c'est rigolo de faire ça à la main. Ensuite, la norme de signature permet de retrouver le message original. Donc à partir de la signature, on retrouve l'intégralité du message. Il n'y a pas de hachage qui est fait dans Vigic. Et comme Vigic suit la norme ISO 9796, bien évidemment, on peut se fier à ce qui existe dans la littérature en termes d'attaque. Et il y a déjà de la cryptanalyse qui a été faite. Alors le souci, c'est que c'est de la cryptanalyse qui est basée sur des attaques à clair choisi. Et dans le cadre de Vigic, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir aller à la poste avec ma carte et signer des informations qui ne ressemblent pas à des dates ou à des heures. Ça ne va pas fonctionner. Donc ces attaques-là ne sont pas valables. Alors, autre chose d'intérêt sur Vigic, à chaque clé en fait, est associé un numéro de version. Et actuellement, donc, si vous regardez le DOM que je vous ai montré, le numéro de version pour la poste est de 2. Le key version est égal à 2 dans le DOM. Ça veut dire que la clé a déjà été changée 2 fois. Donc on peut s'interroger sur le fait que est-ce qu'elle aurait déjà été compromise, mais en tout cas, elle a été changée 2 fois. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que les cartes MyFair, donc c'est cassé depuis un certain nombre d'années, mais ce n'est pas l'aspect déterminant, puisque au-dessus, il y a une sécurité un peu plus élevée, RSA 768 ou RSA 1024. RSA 768, donc c'est cassé, je vous ai dit, décembre 2009. RSA 1024, c'est cassé par les gouvernements, voire par des très grosses entreprises. Mais c'est quelque chose qui sera académiquement cassé, voire même peut-être cassé par des particuliers qui mettent en cloud leurs ordinateurs avec une cinquantaine de machines d'ici 3-4 ans. Donc d'ici 3-4 ans, en fait, la sécurité de Vigic sera totalement cassée puisqu'on sera capable de factoriser les clés et donc de signer des badges pour n'importe quelle date, n'importe quelle heure, et on sera capable donc de rentrer dans tous les bâtiments avec. Alors le problème en fait de Vigic, c'est que la taille de clé maximale est figée. On ne peut pas mettre à jour la sécurité. La taille de clé dans Vigic, ça sera toujours du 1024 bits et c'est pas upgradable simplement parce que le storage, les MyFair classiques, c'est du 1K, donc on ne pourra jamais monter au-delà. Et surtout, le matériel après est déjà déployé. Il y a 1 million de lecteurs Vigic qui sont déployés en France. Et donc pour changer l'algorithme ou changer les tailles de clé, il va falloir remplacer les 1 million d'unités. Voilà. Chaque lecteur Vigic coûte plusieurs centaines d'euros, donc vous faites le calcul, vous multipliez par 1 million de lecteurs Vigic, ça fait une belle somme pour remplacer le système. Alors il n'y a pas le feu au lac non plus, c'est quelque chose qui se fera sans doute dans 2-3 ans, mais le système est déjà cassé de base. Et donc Vigic, il faudra penser à un successeur et il faudra faire le remplacement des lecteurs parce que se baser sur du RSA 1024, c'est plus sécurisé de nos jours. Voilà, j'en profite pour revenir à la démonstration, voir s'il nous a trouvé. Donc ça, c'était la démonstration PGP. Donc vous voyez, il a fallu environ 3 minutes de calcul, 3 minutes et quelques de calcul. Et qu'est-ce qu'on a au bout? On a la factorisation donc, du GCD. Alors, il y a un facteur 7, donc ça, c'est la partie friable résiduelle qui est liée à l'algorithme. Et puis, vous avez ce grand nombre-là, qui vraisemblablement est une clé publique, et la clé publique qui a été utilisée pour signer les messages, et donc est la clé publique de kernel.org. Comment on peut vérifier ça? Simplement, par exemple, en regardant la taille de ce nombre-là, c'est-à-dire en calculant son log en base 2. Voilà. Et là, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais que le log en base 2, quand on l'arrondit à l'entier supérieur, est fait exactement 4096 bits. Donc ça ressemble furieusement à une clé RSA de 4096 bits. On a été capable, avec 2 messages signés, donc de retrouver la clé publique de kernel.org. Alors, quelles sont les contre-mesures pour éviter cette extraction de clés publiques si on souhaite s'en prémunir? Alors, le problème, en fait, la petite faiblesse dans la signature RSA, c'est le padding qui est déterministe, le bourrage qui est déterministe.
permet en fait à un attaquant de le recréer et de faire ensuite les calculs sans le modulo N, et du coup après avec un PGCD de retrouver le modulo. Ce qui est curieux, c'est que le chiffrement RSA utilise un padding justement non déterministe. Donc le chiffrement RSA est bien fait en général, mais la signature RSA utilise un padding déterministe, et donc de fait, l'attaquant peut recréer ce padding déterministe et extraire la clé publique. Donc la solution, c'est d'utiliser des algorithmes de signature à padding non déterministe, comme RSA PSS par exemple. Alors il y a d'autres systèmes de signature qui peuvent être vulnérables à ce genre d'attaque. Je n'ai pas fait l'inventaire de tous les systèmes, donc ça c'est laissé au lecteur à titre d'exercice. Mais dans tous les cas, les recommandations que j'ai à vous faire, bien évidemment, c'est d'avoir des clés publiques de grande taille, suffisamment bien conçues, donc avec les précautions dont on a parlé tout à l'heure, et surtout aussi d'utiliser des exposants publics grands si possible. Et ça, c'est une recommandation qu'on ne voit pas systématiquement partout. Mais si vous avez un exposant public grand, ça vous protège contre pas mal d'attaques, dont celle-ci notamment. Le RGS de l'ANSSI recommande notamment d'utiliser des tailles de clés, enfin des tailles d'exposants publics supérieures à 65 537 justement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup Nono pour cette présentation passionnante. Donc, on va passer à la séance de questions. Moi, j'avais une petite question pour toi pour commencer. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, avec l'augmentation des capacités de calcul des ordinateurs, puisqu'on arrivera un jour, je pense, à franchir un palier considérable, est-ce que tu penses qu'il y aura un jour des organisations qui pourront casser les protocoles que les particuliers qui n'ont pas d'argent pour avoir du matériel suffisant, pour avoir un chiffrement de qualité, vont continuer, eux, à se faire casser en termes de protection? Est-ce que tu penses qu'il y aura ce gap où il y aura ceux qui auront les moyens, qui pourront casser sans aucun problème et qui auront des ordinateurs à 400 000 ou 4 millions de dollars, et puis nous, pauvres Pékin, avec notre pauvre processeur Intel, qui allons continuer à chiffrer du misérable 4096. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à ce stade-là, et est-ce que tu penses que ça va remettre en question finalement? Parce que si on casse la cryptographie moderne, on casse toute la sécurité d'aujourd'hui. Merci pour la question. Alors, effectivement, il y a un gap déjà à l'heure actuelle en termes de puissance de calcul. Les grandes organisations, les grands services de renseignement ont énormément de puissance de calcul, des puissances de calcul qui se chiffrent en 10 000, 100 000 fois plus que ce que peut avoir le particulier, voire même plus. Mais surtout, ce qu'il va falloir guetter après, c'est tout ce qui est ordinateur quantique. Alors, ce n'est pas encore bien connu du grand public, mais il y a des ordinateurs quantiques qui tournent actuellement. J'en ai testé quelques-uns. Alors, il n'y a que quelques qubits pour l'instant. Il y a même des ordinateurs quantiques à 512 qubits, mais qui ne peuvent pas faire tourner tous les algos quantiques purs, parce que ce sont les ordinateurs quantiques d'une certaine catégorie, adiabatiques, voilà, pour ne pas rentrer dans le détail. Mais je pense qu'il va falloir guetter l'apparition des ordinateurs quantiques. Je pense dans moins de 10 ans, il y aura des ordinateurs quantiques qui pourront commencer à menacer la crypto assez sérieusement. Et il faudra penser après à changer les algos, parce qu'effectivement tous les algos asymétriques vont devenir assez facilement vulnérables. Je ne dis pas dans 10 ans, mais peut-être dans 20, 30 ou 40 ans. Mais tous les algos vont être assez facilement vulnérables, et là il va falloir changer les algos. On ne pourra plus augmenter les tailles de clés, il va falloir penser à d'autres systèmes d'algos. Et il y a déjà des gens qui se penchent sur l'après-ordinateur quantique. Pour aller voir sur Wikipédia, il y a une page très intéressante sur la post-quantum cryptographie, donc avec notamment des systèmes de chiffrement par treillis qui sont invulnérables aux attaques d'ordinateurs quantiques. Voilà, donc ça promet pas mal de choses intéressantes. Peut-être que ça fera l'objet d'une conférence peut-être l'an prochain à la Nuit du Hack. Ça peut être intéressant. Merci Renaud. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il y a un micro qui va circuler. Là-bas, il y a une question. Je me demandais comment tu avais mis la main sur un lecteur Vigic en fait. Alors, les lecteurs Vigic, on peut les acheter dans le commerce. Voilà, ça coûte moins de 100 €. Les lecteurs récents sont un peu protégés parce qu'il y a de la résine qui est coulée, et donc on ne peut pas accéder aux composants, on ne peut pas extraire, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas faire grand-chose.
Donc le mieux, c'est de trouver un vieux lecteur Vigic dans des locaux désaffectés, un vieux lecteur qui a plusieurs années. Et les vieux lecteurs, ils sont très gros, ils sont pas protégés, on peut extraire facilement les composants et donc on peut faire des choses intéressantes avec. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bizarre. Là, il y a un problème, Nono. Soit c'était trop compliqué, soit c'était trop clair. il y a quelque chose. Personne n'a de questions. Alors sinon, si jamais, donc on va continuer. Renaud reste avec nous. S'il vous plaît, hein. une question. Arnaud. Renaud. Ah, oui, il y a une petite question apparemment. Très intéressante sur le dump. Combien de temps pour, une fois que tu as eu le dump, trouver ce que tu cherchais? C'est-à-dire que comment tu t'es dit, là ça va être une date, là ça va être un numéro de version. Alors, vous parlez de dump Du dump de la carte de la je crois, flash poste. ou de la carte? La carte de la poste. La carte? Ouais. Donc, pour la partie reverse engineering, Voilà. Combien de temps? alors l'idée c'est d'avoir plusieurs dumps, on fonctionne par diffing souvent quand on fait un peu du reverse, on a plusieurs dumps et donc on va pouvoir constater où est la date. Quand on connaît la date du jour, on repère assez facilement où est la date. Après les autres informations, on les trouve aussi un petit peu intuitivement en se disant qu'est-ce qu'il peut y avoir de stocké dedans. On regarde un peu aussi ce qui est public sur internet, il n'y a pas grand chose sur Vigic mais on trouve aussi des choses. Après, je sais pas, enfin c'est quelques jours, mais c'est pas démesuré en tout cas. Donc beaucoup de curiosité. Voilà, c'est beaucoup de curiosité, c'est du trial and error, c'est du diffing, c'est des approches que dans le hacking on connaît assez bien. Merci à vous. Merci à toi, merci à toi. À plus tard, Nono, il y a l'open bar qui t'attend. Hein.